Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Angle Éco, le magazine qui traite des questions économiques, financières et boursières sur la télévision nationale. C'est un nouveau rendez-vous que nous vous offrons en ce jour. Tenez, il est désormais possible de rester chez vous et d'obtenir avec facilité les pièces administratives, et ceci grâce à un seul clic. Les agents de l'État peuvent par exemple obtenir leur fiche de paye en ligne, ou si vous devez payer une contravention du lieu où vous vous trouvez, vous pouvez payer au service du Trésor public grâce à votre téléphone portable. L'administration publique béninoise et toutes les régies financières sont désormais digitalisées. La dématérialisation de l'administration publique est une réalité. Grande avancée en matière de développement et de promotion de la destination Bénin. Pour vous donner une idée des différents services que vous pouvez désormais obtenir sans vous déplacer, je reçois ce soir, dans la chronique à l'heure des réformes, le directeur des systèmes d'information du ministère de l'Économie et des Finances. Mais avant de vous offrir le quart d'heure d'entretien avec lui, je vous propose de suivre d'abord le résumé des grands faits économiques de la semaine. Regardez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous du billet économique. Au chapitre des informations à caractère économique, retenez que le projet de budget 2023 de l'Assemblée nationale est en examen au Parlement. Environ 20 milliards de francs CFA, c'est la somme en étude. Ce montant est en légère hausse par rapport au budget en cours d'exécution. Il faut noter qu'une fois adopté, ce budget sera intégré au projet de budget général de l'État, gestion 2023, dont l'étude va démarrer dès l'ouverture de la seconde session ordinaire de 2022. Pendant ce temps, on apprend que l'Afrique perd entre 5 et 15% de croissance de son PIB par habitant en raison du changement climatique et de ses effets connexes. Le continent a besoin d'environ 1600 milliards de dollars entre 2022 et 2030 pour respecter ses contributions déterminées au niveau national. C'est une déclaration faite par Kevin Ourama, économiste en chef par intérim et vice-président du groupe de la Banque africaine de développement. Il a par ailleurs souligné que depuis 1850, certains pays ont réussi à se détacher du charbon et ont utilisé le gaz comme moyen de transition vers une énergie plus propre. Il a également affirmé que l'Afrique disposait d'un fort potentiel en matière d'opportunités d'investissement vert que le secteur privé, y compris les banques, pourrait exploiter. Toujours sur le continent, mais sur un autre plan, la Banque africaine d'import-export va lancer un programme de financement de 6 milliards de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique. Ce programme vise à financer les échanges commerciaux liés aux produits alimentaires, aux matières premières et aux engrais dans le but de renforcer la sécurité alimentaire des pays africains qui subissent de plein fouet les contre-coups du conflit russo-ukrainien. Le dirigeant de l'institution financière panafricaine basée au Caire a d'autre part fait savoir que l'enveloppe initiale consacrée à ce programme de financement était fixée à 4 milliards de dollars, avant d'être revue à la hausse pour mieux répondre aux défis posés par la conjoncture mondiale. Bouclons ce billet économique par cette information aux Pays-Bas. Ce pays va présenter des excuses officielles pour son rôle dans l'histoire de la traite des esclaves. C'est ce que rapporte l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier. D'après le média, le gouvernement néerlandais envisageait également de lancer un fonds d'environ 200 millions d'euros pour financer des projets visant à sensibiliser le public à l'héritage de l'esclavage. Ce sera tout pour ce billet économique. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour la chronique des matières premières. Je vous propose à présent de parcourir quelques marchés de notre pays pour obtenir les prix auxquels sont vendus les produits sur les étalages. Le tour habituel dans nos marchés, c'est à travers cette compilation que nous vous offrons. Je vous retrouve donc dans la chronique des matières premières pour vous donner une idée des prix des produits disponibles sur le marché.
Pour rappel, nous avons effectué nos observations dans les marchés suivants. À Cotonou, dans le marché d'Antokba. Dans la ville capitale, c'est le marché de Wando qui nous accueille. À Parakou, nous avons recueilli les prix des produits au marché Arzeke. À Natitengu, nos équipes se sont rendues au marché Saint-Kouagou, à Lokossa au marché Nestor d'Almeida et enfin dans le marché de Boïkon. De nos observations, il ressort que les prix du maïs séché en grains ont enregistré une baisse dans les marchés des villes de Boïkon, 158 francs CFA et Lokossa, 267 francs CFA. Par contre, les prix sont restés presque constants dans les villes de Cotonou, 233 francs CFA, Porto Novo, 229 francs CFA, Parakou, 243 francs CFA et Natitengu, 208 francs CFA le kilogramme. Les variations des prix observées à la baisse sont liées à la disponibilité progressive de la denrée alimentaire sur les marchés. Intéressons-nous maintenant au prix de l'igname. Les prix de l'igname ont enregistré une baisse dans les marchés de toutes les villes visitées. Ainsi, à Cotonou, la denrée alimentaire est vendue à 449 francs CFA, à Parakou 440 francs CFA, Natitengu 240 francs CFA, Porto Novo 523 francs CFA, Boïkon 467 francs CFA et Lokossa 557 francs CFA. Les variations des prix observées à la baisse sont dues à un début de récolte du produit. Quant à la tomate fraîche, les prix sont en repli dans les marchés de toutes les villes visitées. Le repli des prix est dû à la période d'abondance de la denrée sur les marchés. Ainsi, les prix se présentent comme suit. À Cotonou, 308 francs CFA. À Porto Novo, 350 francs CFA. Parakou, 425 francs CFA. Natitengu, 487 francs CFA. Boïkon, 233 francs CFA et Lokossa, 239 francs CFA le kilogramme. Intéressons-nous à présent au piment frais. Les prix du kilogramme du piment frais sont en baisse dans les villes de Cotonou, 719 francs CFA, Porto Novo, 654 francs CFA, Boïkon, 621 francs CFA et Lokossa, 576 francs CFA. Par contre, les prix sont presque constants dans les marchés des villes de Parakou, 782 francs CFA et Natitengu, 930 francs CFA. Précisons que les variations des prix observées sont liées à la disponibilité du produit. Bouclons ce tour des prix des produits sur le marché par l'oignon. Les prix du kilogramme de ce condiment sont en hausse dans les marchés de toutes les villes visitées. Ainsi, on a observé à Cotonou 647 francs CFA. À Porto Novo, 637 francs CFA, à Parakou, 507 francs CFA, à Natitengu, 581 francs CFA, à Boïkon, 555 francs CFA et à Lokossa, 531 francs CFA. Les variations des prix à la hausse sont dues à la baisse de l'offre du produit sur les marchés. Ainsi se présente l'état des prix des produits sur le marché. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Ce numéro de Langue Éco s'intéresse à la dématérialisation de l'administration publique qui est désormais une réalité au Bénin. Grande avancée donc en matière de développement et de promotion de la destination Bénin. Pour vous donner une idée des différents services que vous pouvez obtenir sans vous déplacer, je reçois ce soir dans la chronique à l'heure des réformes le directeur des systèmes d'information du ministère de l'Économie et des Finances. Je vous invite à suivre. Monsieur Alain Aounou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pékou. Merci de me recevoir. En parlant de services phares qui impactent la vie des citoyens béninois, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été digitalisé? C'est une opportunité que vous me donnez de pouvoir faire la rétrospective, jeter un œil sur tout ce qui s'est fait depuis 2016. Comme vous l'avez dit, il y a eu bon nombre de réformes qui ont été menées sous le leadership et la vision du chef de l'État. Le président a voulu mettre le digital au cœur de notre stratégie de développement. Et le digital est quelque chose qui a été vraiment transversal pour vraiment permettre
que le citoyen puisse bénéficier de tout ce qui se fait dans tous les pans de l'économie. Je vais vous donner quelques exemples pour montrer ce qui s'est fait au niveau du ministère de l'économie et des finances. Je vais en citer deux ou trois. Nous pouvons parler par exemple de l'IFU, c'est l'identifiant fiscal unique. L'identifiant fiscal unique, c'est quelque chose que chaque Béninois devrait avoir, au même titre que le NPI aujourd'hui. Pour avoir un IFU, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Vous pouvez, à partir de chez vous, si vous êtes à Boukoumé, si vous êtes à Lalo ou si vous êtes à Koubé, vous pouvez très bien rester chez vous et faire une demande d'IFU aujourd'hui et le recevoir directement sans tracasserie. Ça, c'est une innovation qui a été apportée avec les différentes réformes qui ont été menées ces dernières années. Il y a un certain nombre de pièces qu'on peut vous demander et vous les mettez en ligne. À partir du moment où vous avez fait cette demande, sous 24 heures, vous pouvez recevoir votre IFU dans votre boîte email. Est-ce qu'il y a un autre service qui a été digitalisé et qui touche directement le citoyen lambda? Je pourrais vous parler, par exemple, de la plateforme e-Notaire. e-Notaire, c'est une plateforme qui a été mise en place avec l'Agence nationale du domaine et du foncier, l'ANDF. L'idée est de faire en sorte que les mutations de titres puissent se faire en moins de 72 heures. Donc, dorénavant, vous et moi, chaque citoyen qui veut céder un titre, il peut le faire en moins de 72 heures, effectivement, en passant par, bien entendu par son notaire, parce que c'est le notaire qui fait l'intermédiation et garantit dans l'opérationnel. Donc, c'est une plateforme. Ce n'est pas le citoyen qui accède directement à la plateforme, mais c'est le citoyen qui en bénéficie. Donc, aujourd'hui, les notaires n'ont pas besoin de se déplacer pour aller à l'ANDF. Ils peuvent demander directement ce qu'ils appellent les états descriptifs en ligne et ils peuvent demander à faire une mutation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un titre que vous me cédez, ça peut se faire aujourd'hui en 72 heures en ligne. Et ça, c'est déjà opérationnel depuis 3 ans maintenant et nous allons continuer dans ce sens. Bon nombre de processus aujourd'hui au niveau de l'Agence nationale du domaine et du foncier vont se poursuivre dans le sens de la dématérialisation. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous délivrons ici plus de 450 services. Et aujourd'hui, presque la moitié de ces services sont déjà dématérialisés. L'idée, c'est de continuer. Et c'est de faire en sorte que l'usager puisse avoir le bénéfice de ce dont il a droit sans tracasserie. Et également éviter les contacts humains. Je vais vous parler de ce qui s'est fait également au niveau du Trésor, avec la dématérialisation des guichets. Vous et moi, nous savons que nous allions payer des quittances au Trésor pour avoir, dans certains guichets du Trésor, pour avoir droit à un certain nombre de services. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces guichets sont dématérialisés. Ça veut dire quoi? Nous avons créé une application e-quittance qui permet que vous puissiez payer de façon dématérialisée ce que on payait dans le temps en espèces au Trésor, en plus avec des contacts entre celui qui paye et celui qui reçoit, ce qu'aujourd'hui nous voulons éviter. Vous prenez par exemple un citoyen qui vient malheureusement d'avoir une contravention. Non seulement il a déjà eu la contravention, il n'est pas content, ensuite on ne va pas lui infliger le fait d'aller faire la queue, de perdre quasiment sa journée parce que juste il a eu une contravention. C'est quelque chose qui peut arriver, mais pour pouvoir lui faciliter la vie, on lui donne la possibilité aujourd'hui d'utiliser l'application e-quittance pour pouvoir payer sa contravention, obtenir sa quittance et se mettre en régularité avec la loi.
beaucoup de procédures qui ont été digitalisées. Mais qu'en est-il des fonctionnaires? Selon mes informations, les fiches de paye également, désormais, sont digitalisées. Oui, 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 oui. Effectivement, j'ai voulu vous parler de plateformes, de services ou d'e-services qui touchent l'ensemble des citoyens. Je vais vous donner également 3 exemples aujourd'hui de services aujourd'hui qui touchent plutôt, on va dire, les usagers internes, les usagers, les fonctionnaires eux-mêmes. Le premier de ces services est arrivé sur l'initiative du ministre d'État, Romuald Wadani. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires reçoivent chaque mois leur fiche de paye directement dans leur boîte aux lettres. C'est totalement dématérialisé. Ils n'ont même pas aller à le chercher. Ils peuvent le rééditer, mais ils le reçoivent directement dans leur boîte aux lettres. Je vais vous citer un deuxième service très intéressant qui touche l'ensemble de la fonction publique, mais qui également a permis au gouvernement de faire beaucoup d'économies pour notre pays. Il s'agit du système d'encadrement des missions officielles, la plateforme CEMO. En fait, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui d'enregistrer toutes les missions, à la fois intérieures et extérieures, qui sont faites par chaque agent de l'État. Vous voyez bien que ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons. Vous ne pouvez pas être à la fois à Paris et à Parakou. La responsabilité de l'État, notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on puisse trouver des voies et moyens pour accompagner un certain nombre de communautés. Nous pensons par exemple peut-être à des hôtels de finances, faire en sorte que l'administration se rapproche du citoyen dans certaines communes, peut-être s'appuyer sur la poste pour aller vers des services de proximité, faire en sorte que celui qui n'a pas Internet puisse aller peut-être dans un bureau de poste et se faire délivrer un service au même titre que tout citoyen, pour que tout cela se fasse dans l'équité. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, la transformation digitale, elle vient par phase. Le gouvernement, dans un premier temps, a essayé d'investir sur tous les socles structurants. Ce que nous appelons socle structurant, c'est la fibre optique, les plateformes d'interopérabilité, la technologie ISROAD, sur lequel le Bénin a investi en collaboration avec des Estoniens. C'est la construction d'un nouveau data center à Calavi. Nous en avons un aujourd'hui au niveau du ministère des Finances qui soutient toute la transformation digitale en cours. Mais quand vous avez fait tout ça, effectivement, ça vous permet de déployer un certain nombre de services. C'est ce que nous avons fait. Nous devons étudier l'expérience du client et améliorer cela de façon constante pour que, au final, tout ce que nous faisons, ça puisse être orienté usager. L'État ne travaille pas pour lui-même, c'est pour le bénéfice des citoyens. Donc nous devons aller vers ça, vers l'amélioration du parcours client et de l'expérience client. Merci beaucoup à vous, Monsieur le directeur des systèmes d'information du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur Alain Aounou. Merci d'être passé dans l'Angle Éco. Merci à vous. L'Angle Éco se poursuit. Je vous invite à présent à faire un tour sur le marché boursier. Le club d'investissement, c'est une indivision de personnes physiques dans le but de fructifier leurs ressources mises en commun et ensuite de s'initier au marché financier. Alors, il y a plusieurs statuts juridiques que peut revêtir un club d'investissement. Soit c'est en association ou en société. Toujours est-il qu'il est important qu'il y ait des statuts dûment signés par les membres et que les objectifs soient unanimement compris. N'oubliez pas que le club d'investissement
ce sont des ressources financières qui sont mobilisées d'une part, et ces ressources-là doivent être fructifiées sur le marché financier. Et donc, il est important que les gens comprennent que parfois, en se mettant sur certains titres, il pourrait y avoir des risques. Et comme vous savez, ce sont des personnes qui se mettent ensemble, et ce sont des ressources. Elles veulent, bien entendu, voir leurs ressources fructifier. Et donc, il est important qu'elles comprennent ce que c'est que de venir sur le marché financier. Toute personne ayant des revenus réguliers. Et pour vous dire que vous, journalistes par exemple, vous pouvez vous mettre ensemble et créer un club d'investissement. Les étudiants peuvent se mettre ensemble et créer un club d'investissement estudiantin. On peut avoir des clubs d'investissement entre collègues. On peut avoir des clubs d'investissement au niveau de différentes corporations. Ça peut être les avocats qui décident de se mettre ensemble, les architectes qui décident de se mettre ensemble. Ça peut être également des pharmaciens qui décident de mutualiser leur épargne pour venir investir sur le marché financier et mieux connaître comment cela fonctionne afin d'en tirer profit. Comme je l'ai dit déjà, l'épargne, c'est l'une des sources de richesse. Et tant qu'on arrive à mieux gérer cette épargne-là, eh bien, on s'assure de meilleurs vieux jours. Dans le mot de l'écho aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la balance commerciale. Que peut-on y comprendre et quels en sont les déterminants? Réponse dans cette chronique. La balance commerciale constitue l'un des soldes de la balance des paiements d'un pays. Or, la balance des paiements est un état récapitulatif, statistique et comptable qui enregistre les entrées et les sorties en termes de transactions pour un pays entre les résidents et les non-résidents. La balance commerciale, quant à elle, étant donné que c'est la première étape, constitue la différence entre les exportations, les entrées bien sûr de devises dans le pays et les importations qui sont les sorties de devises. Lorsque la balance commerciale est supérieure à 0, cela voudrait dire donc que les exportations sont en excédent par rapport aux importations. C'est une bonne chose, ça fait du bien pour le pays. Lorsque c'est le contraire que l'on assiste, autrement dit, c'est inférieur à 0, donc c'est déficitaire, ce qui constitue un enjeu auquel les autorités doivent recourir rapidement pour voir comment l'améliorer. Et l'une des mesures peut-être pour l'améliorer, c'est le recours aux impôts et taxes. L'augmentation des impôts et taxes dans un pays domestique, les recherches ont bien confirmé, permet d'améliorer la balance commerciale. C'est la fin de ce rendez-vous de l'économie sur l'ORTB. Merci de nous avoir suivis dans l'angle écho. Retrouvez cette émission sur la chaîne YouTube de l'ORTB. À bientôt.